tu veux que je commence ? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Good morning, good afternoon or good evening à toi qui a décidé d'écouter un nouvel épisode de Filles Expat aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir échanger avec une nouvelle femme exceptionnelle avec qui je vais pouvoir parler d'un pays d'expatriation que je connais plutôt bien pour y avoir vécu moi-même, mais elle va nous parler d'un état que j'ai encore pas eu la chance ou l'opportunité de visiter, mais qui est sur ma liste de mes prochaines destinations. Alors sans plus tarder, je vais laisser mon invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Je m'appelle France, j'ai 53 ans et j'habite à Austin, au Texas. Austin, voilà, donc une des villes que j'ai très envie de visiter avec Houston. Juste pour faire une petite blague, quand je suis arrivée aux États-Unis moi-même, j'avais un accent très français bien évidemment, en étant près de Chicago, et je faisais tout le temps la petite blague parce que du coup tout le monde me demandait mais d'où tu viens, donc au début je répondais gentiment je viens de France, et au bout d'un moment je me suis amusée à dire je viens du Texas, I'm from Texas, parce qu'on me disait qu'au Texas ils ont un accent très différent. C'est vrai. Tu sais que c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai travaillé, mon premier boulot aux États-Unis, c'était d'être réceptionniste au téléphone. Oh, wow. Et déjà, le nom de la société, c'était impossible pour moi à dire parce qu'il y avait un R. Et souvent, j'avais des gens qui me disaient « Ah, excusez-moi, sorry, I made a wrong number. » Et j'étais obligée de leur dire « Non. Attendez, ça s'appelle TOR. » Voilà. Et un jour, une personne m'a dit « Ah, je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous êtes du Texas ?» Mais et ça, c'était… voilà. C'est marrant comme le Texas, il a vraiment ce truc au niveau de l'accent. Mais du coup, avant d'en revenir sur le Texas, est-ce que tu pourrais nous dire déjà depuis combien de temps tu t'y trouves ? Alors, je me trouve au Texas depuis 2002. On a fait l'aller-retour 2 fois. France au départ, France, États-Unis, États-Unis, France, France, États-Unis. Mm-hmm. Et mon deuxième retour, c'était au Texas avec quelques années, je pense 2 années à Houston et 17 ans à Austin. D'accord. Donc du coup, là, on va faire un très grand retour en arrière, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu pourrais nous remettre un peu dans le contexte de qui tu étais avant de prendre la décision de partir aux États-Unis ? Oui, alors je travaillais à Paris. J'étais fraîchement diplômée d'une école de commerce et j'ai rencontré un Américain à Paris et ça a été le coup de foudre. Et cet Américain, il travaillait pour une société française qui lui a demandé d'ouvrir une succursale à San Francisco. Et donc, l'homme qui va devenir après mon mari m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de partir avec moi et d'aller à San Francisco. Donc, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la pluie de Paris et la grisaille. Je dis, bah oui, bien sûr. Et nous nous sommes mariés et nous sommes partis 1 semaine après notre mariage pour vivre à San Francisco. D'accord. Ça ne t'embête pas que je te demande depuis combien de temps vous étiez ensemble avant de prendre cette décision ? Non, pas du tout. Ça faisait à peu près 6 mois. D'accord. Donc, c'était quand même assez rapide. C'était très rapide et en plus, moi, je m'étais toujours dit, je ne me marierai jamais. Ah, il paraît qu'on dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein.
c'est vrai, c'est vrai. Mais là, bon, je me suis dit, si je vais aux États-Unis, je veux y aller dans les meilleures conditions. Et donc, je me suis dit, bah, c'est une bonne raison pour se marier. Donc, de toute façon, j'aurais pas pu immigrer aux États-Unis sans me marier avec Joe, il s'appelle Joe. Et voilà, nous nous sommes mariés et nous sommes partis très rapidement après le mariage vivre aux États-Unis. Super. Ce qui rétrospectivement, tu vois, j'avais 23 ans à l'époque. Donc, je pars avec un homme que je connais très peu, en fait, depuis 6 mois à l'autre bout. Et maintenant, je me mets dans la tête, ma fille va bientôt avoir, enfin, elle a bientôt 20 ans. Je me mets dans la tête de mes parents à l'époque. Ils me disent, oui, oui, vas-y, va faire ton aventure. Moi, je pense pas que je dirais à ma fille, bon, alors, le code secret, si t'arrive quelque chose, c'est chamallow. Tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'aurais cru que ça aurait été l'inverse. J'aurais pensé plutôt que tes parents auraient été cette génération qui aurait dit mais qu'est-ce que tu fous? Et que toi, au jour d'aujourd'hui, tu serais dans cette génération à dire vas-y, vis ton aventure. Surtout Non. en termes de contact, maintenant, c'est tellement plus simple de communiquer. Mais du coup, ouais, est-ce que tu... Donc du coup, tes parents étaient super open là-dessus et ils t'ont laissé vraiment partir? Voilà, et ils m'ont laissé partir. Et bon, j'avais 23 ans à l'époque, donc j'étais majeure, mais c'était vraiment presque à l'autre bout du monde, San Francisco, avec, je te dis, un homme qu'on connaissait très peu en fait. C'est ça. Et toi, tu parlais déjà bien anglais du coup? Non, l'anglais, c'était ma bête noire. Ma bête noire. J'ai fait, bien sûr, comme beaucoup de Français à l'école, j'ai fait de l'anglais pendant des années et c'était horrible. Je crois que j'ai eu quelque chose comme 4 au bac. J'ai eu 6. J'ai eu 6. Ouais, j'avais un prof horrible au lycée, horrible. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'ai des fantasmes de le revoir et de lui parler en anglais. Et dire, alors Coco, tu vois, tu pensais que j'étais perdue? Eh ben non. Excellent. Ah, excellent. Donc du coup, là, t'arrives... Donc du coup, oui, donc tu travaillais pas à l'époque ou tu travaillais quand même? Alors, je travaillais à Paris, j'étais commerciale pour une société qui vendait du logiciel. D'accord. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc j'avais la carte verte. Et donc, j'ai pu trouver du travail. Pas tout de suite, parce qu'en fait, je ne sais pas si ça existe toujours, mais avec la boîte de mon mari, on avait un budget pour que le conjoint puisse bien s'intégrer dans la ville et prendre des classes. J'ai pris quelques classes d'anglais, mais c'était horrible aussi. Donc, j'ai décidé avec cet argent de prendre des classes de yoga, de tennis et de rencontrer des Américains plutôt que de rencontrer des étrangers qui habitaient à San Francisco. Voilà, donc j'en ai profité pour faire du dessin, du yoga, du tennis. Et puis quand le budget amusement était proche de zéro, je me suis dit, bon, il faut que je me mette à travailler. Et là, j'ai trouvé ce premier travail dans cette start-up. C'est la Silicon Valley. On est allé vivre à Palo Alto. Et c'est là où j'ai eu mon premier travail aux États-Unis. Génial. Franchement, à 23 ans, je trouve que c'est... déjà qu'en plus que tu aies eu l'intelligence de te prendre des cours de yoga, de rentrer justement en contact avec des Américains, je trouve ça franchement, c'est une super idée, quoi. Et est-ce que tu te souviens quand tu es arrivé à San Francisco et dans cette vie américaine, est-ce que tu te souviens un peu de ta réaction? Je me souviens, alors j'avais déjà été aux États-Unis, tu sais, avec l'école. J'avais fait un summer session dans le Bronx avec mon école de commerce. Donc là, j'étais quand même bien vaccinée au niveau des inégalités et des quartiers qui peuvent être super et d'autres quartiers où il fallait faire très attention. L'image dont je me souviens de cette époque, c'est que mon mari, pour marquer le coup, il avait commandé une limousine. Tu sais, ces grandes limousines. Donc, c'est venu nous chercher à l'aéroport. Tu sais, quand on est arrivé avec nos sacs à dos, il y avait cette grande limousine qui nous attendait, qui devait être... c'était amusant. Trop bien. C'était une petite chose amusante. Et puis après, c'était sympa. San Francisco, c'est une ville par rapport à Paris qui est très belle, tu sais, avec des très jolies maisons, avec des couleurs
très vive, la possibilité de prendre le tramway et d'aller à la plage. C'était très sympa, très sympa. Oui, San Francisco, je connais, j'ai bien aimé. Après, je crois qu'il faut pas trop arriver genre en septembre parce que ça peut être sous la brume et du coup, on voit pas le pont et c'est un peu triste. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé San Francisco, c'est vraiment une chouette ville. Oui, oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a... Bah, avant de parler, qu'est-ce qui t'a emmené au Texas, t'es resté combien de temps, du coup, à San Francisco? Donc, on est resté à peu près 2 ans. San Francisco et Palo Alto, qui sont assez proches quand même. On est resté 2 ans. Et puis après, mon mari et moi, on a décidé de... Bon, mon mari est américain. Décidé de changer d'ambiance. À cette époque, dans la Silicon Valley, c'était, je pense que c'est encore maintenant un peu la même chose, c'est tout le monde pensait être millionnaire avec un super produit. Et donc, tous les gens ne parlaient que de ça, ne parlaient de leurs produits, de leur campagne de marketing, de leur IPO. Donc, à la fin, nous, on en avait assez. Et on s'est dit, tiens, avant de peut-être rentrer en France, on va aller à Boston. D'accord. Donc voilà, Joe a cherché du travail, il en a trouvé et on a pris notre voiture et on a traversé les États-Unis pour aller vivre à Boston pendant quelques années. Oui, parce que j'allais dire, là, tu passes d'un bout des États-Unis à complètement le limite de la diagonale opposée. Parce que souvent, en fait, aux États-Unis, bon, à part, c'est vrai, Chicago, je vais me faire des ennemis, mais c'est vrai que les deux côtes, ce sont là où il y a les villes les plus intéressantes. Tu vois, tu veux pas t'arrêter dans l'Arkansas ou je sais pas moi, le Nebraska ou voilà, il faut vite traverser. Ce qui est pourtant dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à voir et pour moi Chicago ça reste quand même la ville numéro 1 des États-Unis, pas pour y avoir vécu mais parce que c'est vraiment de toutes les villes que j'ai vues celle que j'ai vraiment le plus aimée de par son architecture, propreté et puis l'accueil des gens en fait. Je sais pas si tu as eu la chance d'aller la visiter, du coup je pense que oui. Non, enfin oui, Non j'y suis allée, mais non, Ouais. si j'y suis allée, mais il y a très longtemps. Donc tu vois, je me souviens plus de rien à part de la pizza. C'est-à-dire, donc, Ah la dictiche. mais je vais y retourner normalement cette année parce que mon fils fait ses études à Chicago. Ah oui, il faut absolument Donc, t'y retourner. donc voilà, donc on va aller le voir, c'est sûr. Cette année, c'est obligé. L'année dernière, on ne pouvait pas trop bouger, bien sûr, mais cette année, on va aller à Chicago. C'est sur ma liste de villes à aller visiter. Et lui, il adore. Donc, Ah oui, bah tu il est verras. super content. Tu vas adorer aussi, surtout si tu vas pas l'hiver. Et est-ce que quand tu as traversé les États-Unis, tu as pris un peu le temps d'aller visiter les États ou vous étiez quand même assez pressé par le temps? Ouais, on était assez pressé par le temps parce que mon mari avait une date pour commencer à travailler. On voulait aussi, la raison pour laquelle on avait peu de temps et qu'il y avait une date pour commencer, c'était aussi l'assurance santé parce qu'il avait donné sa démission pour un boulot et on voulait pas avoir trop de jours sans assurance santé. Tu sais, aux États-Unis, ça peut être un problème. Voilà, donc on voulait être assuré le plus tôt possible. Maintenant, on a traversé, on a vu quand même des belles choses. Hein. Je me souviens de la traversée de Salt Lake City avec le lac complètement en sel. Bon, il y avait des choses très jolies et des choses où tu vois des petits motels miteux où tu t'arrêtes pour dormir. Là, c'est pas trop mon truc, tu vois. Avec la porte, tu mets la porte en dessous la poignée tu mets une chaise en dessous de la poignée de porte pour être sûr que personne ne rentre. Ça, c'est pas trop mon type. Donc, on n'a pas trop fait d'arrêt pendant ce voyage. D'accord. Et donc ensuite, Boston, vous y êtes resté combien de temps? On est resté 2 ans aussi. 2 ans, voilà. À ce moment-là, moi, je voulais des enfants. Au moment de partir, enfin, c'est la raison de notre départ de Boston et de notre retour en France, c'est que je voulais accoucher en France. Du coup, là, tu as à peu près 27 ans, c'est ça? Oui, 27, 28 ans. D'accord. C'est ça. Et j'ai travaillé à Boston
j'étais chef de projet multimédia, donc j'avais pris des cours. C'est ça qui est super aux États-Unis, c'est qu'on peut avoir très peu d'expérience et puis avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui nous dit bah d'accord, essaye. Donc j'avais pris des cours de vidéo à Boston dans une petite école. Et puis, je me suis fait engager très rapidement par une société qui faisait des CD de formation. Donc, en fait, on filmait des chaînes d'assemblage pour, par exemple, AT&T ou des grosses boîtes qui assemblaient, par exemple, des téléphones. Et avec ces films, on découpait et on prenait des images, des petites vidéos et on faisait des CD multimédia pour que quelqu'un puisse le regarder, être formé pour construire ou fabriquer ce téléphone ou cet appareil électronique. Voilà. Donc c'était super. Sauf qu'à Boston, tu sais, parfois ils ont des super accents. Et un de mes boulots, c'était de retranscrire tout ce qui était dit dans la vidéo, puisque tu vois, il fallait écrire aussi pour que la personne puisse regarder l'illustration et lire le texte. Et je me souviens avoir des descriptions, je comprenais rien de ce que le mec me disait, notamment un où il m'avait dit bakelat mallette, impossible. Alors je demandais à mon mari, impossible. On savait que c'était un outil, mais impossible de savoir ce que c'était. Donc en fait, on est allé dans un, tu sais, un magasin de bricolage. Et j'ai dit exactement comme le mec disait, je ne savais pas du tout ce que je disais, bakelat mallette, please. Et le mec m'a sorti l'outil dont j'avais besoin. Et en effet, c'était ça. Donc, voilà, des petites astuces pour retomber sur mes pieds pour des choses que, en tant que Française, j'avais du mal à faire. Oui, de toute façon, en plus, peu importe combien de temps on reste aux États-Unis, il y aura toujours des mots qu'on connaîtra pas ou des choses comme ça. Donc, oui, ouais. Parce que du coup, je t'ai pas posé la question, ça a pris combien de temps pour toi à peu près pour être confortable et on va dire bilingue entre guillemets? Je pense que, je sais pas, déjà de travailler et donc de côtoyer des Américains toute la journée. Avec mon mari, on parle français. D'accord. Donc, à la maison, on parle français. Donc, de travailler, ça m'a vraiment aidée. Donc, je dirais peut-être entre 1 an et 2 ans. D'accord. Avec, bien sûr, tu as des expressions que je ne connais pas et que, tu vois, j'écrivais sur un petit carnet et qu'après, je demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc Voilà, je n'étais pas complètement... mais je pouvais comprendre les réunions, je pouvais de temps en temps donner mon avis. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, parfois c'est des conjoints ou des conjointes qui suivent leur mari ou leur femme et qui restent dans la communauté française ou à la maison et de pouvoir travailler, ça a vraiment été très positif pour moi pour justement ne pas me sentir isolée. Ouais, carrément. Et donc, du coup... Là, tu vas avoir un enfant, tu as dit que tu voulais accoucher en France. Est-ce que c'était parce que tu préférais être dans ta langue maternelle ou c'était par rapport au coût des frais qui peuvent être associés à... C'était un peu les deux. Voilà, un peu les deux. Tu sais, on entend pas mal d'expériences de gens qui ont dit « Oh, j'ai accouché à 17h, à 19h, ils m'ont mis sur le trottoir avec mon gamin. » Donc, tu as des petites histoires qui sont sûrement vraies. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas cette expérience. Mais moi, tout ce qui touche à la santé, je suis assez légèrement hypochondriaque, il faut dire ce qui est. Donc, je préférais faire mes enfants en France. Franchement, je te comprends parfaitement. Et j'ai une amie qui est originaire, elle est anglaise, mais je sais que l'année dernière, elle avait posté justement un post sur Facebook parce qu'elle venait d'avoir un enfant et elle avait détaillé le coût. Malgré, elle avait une assurance, mais elle avait quand même des coûts associés à la naissance de sa petite fille. Et quand j'avais vu, je pourrais pas les dire parce que je m'en souviens plus, mais c'était quand même, c'était impressionnant. Et en fait, son post, elle voulait dire aux Européens, j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez à avoir un système de santé quand même qui vous couvre. Et en plus, on vous garde à l'hôpital le temps nécessaire.
Ouais. C'est pas un business entre guillemets, parce que moi je t'avoue que je voyais ça plus comme un business. Après j'avoue que quand on doit être traité pour des choses graves ou autres, bah du coup on est très bien traité, et aujourd'hui ils le montrent avec les vaccins. C'est en train le vaccin est en train de se faire très rapidement. Mais c'est vrai que moi c'est une des raisons qui m'ont poussée à partir des États-Unis, c'est que j'avais peur qu'un jour ça allait me coûter très cher en fait, malgré le fait que Ouais, j'avais bien quand même sûr. une assurance. Et donc toi ça fait quand même pas mal d'années que tu y es du coup. Donc là t'es rentrée en France, t'es restée combien de temps? Je suis restée jusqu'en 2002. En fait, je pense qu'une des raisons. Alors, mon mari, à ce moment-là, il travaillait pour Texas Instruments. Ok. Et donc, on a atterri à Paris, mais en fait, sa boîte s'est fait racheter par Texas Instruments. Et donc, on s'est retrouvés à Nice, où on a eu nos 2 enfants. Et donc, Texas Instruments, tu sais, cette société qui fait beaucoup de choses, dont les calculatrices, sont basées à côté de Houston. C'est là où est le siège. Donc, on a proposé à mon mari de travailler au siège. Donc, une proposition de travail intéressant, combinée avec les attentats de 2001, tu sais, du 11 septembre. Je pense que, et puis aussi ses parents qui vieillissaient aussi, je pense que ces 3 raisons-là, ces trois raisons ont poussé mon mari à me dire un jour, oh, je pense que j'aimerais bien retourner aux États-Unis. Et pourquoi pas Houston. Voilà. Et puis j'ai dit, oui, pourquoi pas. Bah oui, c'est clair. Bien que je me souviens, donc on allait déménager dans une banlieue de Houston qui s'appelle toujours Sugarland. Et j'étais dans ma petite Micra, tu sais, ces petites voitures, je me souviens plus exactement du nom, mais c'était à Antibes, donc j'avais une super petite voiture. Et j'allume la radio, ça devait être France Culture ou France Musique. Et là, je tombe sur... voici la chorale de une chanson chantée par la chorale de la prison de Sugarland au Texas. Donc je me suis dit, merde, il y a une grande prison. C'est fou ça. Où est-ce que je vais atterrir? Parce que bien sûr, on pense souvent au pire. Hein. Tu vois, le Texas, avant d'y aller, je me suis dit, oh là là, dans quel état je vais mettre mes pieds. Tu vois, c'est plus du tout la civilisation comme San Francisco ou Boston. Donc mais bon, j'étais prête à le faire. Mon mari m'avait fait miroiter des énormes maisons, alors qu'on habitait dans une toute petite maison à Antibes. Donc j'ai dit, allez, pour la grande voiture et la grande maison, j'y vais. Moi qui n'irai pas, franchement, honnêtement, je pense que c'est une expérience à vivre. Mais du coup, j'aimerais bien te poser la question aussi, puisqu'on a parlé du coup des assurances. Là, tu avais 2 enfants, du coup, est-ce que tu t'es posé la question par rapport au coût des écoles? Parce que je sais qu'ils sont quand même aussi assez élevés. Non, je m'étais pas posé la question sur le coût des écoles. Parce que en fait, j'y ai pas pensé, pour te dire. Notre idée, quand il a fallu prendre des décisions, on a décidé de mettre nos enfants à l'école publique. D'accord. Donc en fait, ça ne nous a rien coûté. Par contre, l'école publique aux États-Unis commence à 5 ans. Et donc, moi, quand on est arrivé, notre petite fille, qui était notre 2e et dernier enfant, avait 6 mois. Et notre fils 3 ans. Et donc, on les a mis dans une école Montessori. Peut-être comme là, je travaillais pas, peut-être, tu vois, 2 jours par semaine, après 3 jours par semaine. Voilà, c'était un budget, mais aussi aux États-Unis, tu sais, on est un peu mieux payé. Donc, en fait, je pense que pour la classe moyenne, grosso modo, si tu as une assurance santé, donc, la vie est à peu près semblable, parce qu'en France, on paye peut-être plus d'impôts, mais tu vois, l'université est gratuite, les écoles sont gratuites si tu vas pas dans le privé. Aux États-Unis, tu gagnes plus, mais tu payes plus pour les universités, par exemple, pour les écoles privées, si tu veux. Donc, je trouve que, grosso modo, ça se vaut.
Ça se vaut, oui. Il faut juste savoir penser à mettre de côté en fait, parce que c'est vrai que si on a un plus gros salaire, on est peut-être tenté à voyager un peu plus ou autre, mais il faut garder du coup en tête que non, on a plus d'argent, mais il faut savoir l'investir aussi. Et par contre, tu peux nous dire ce que c'est Voilà, ouais. l'école Monte Cristo, parce que je connais pas du tout. Montessori, l'école Montessori. Montessori. Montessori, c'était une femme italienne qui a créé un type d'école, un type d'enseignement. Et il y a des écoles partout dans le monde, et partout aux États-Unis, mais aussi en France maintenant, et bien sûr en Italie. Et c'est basé sur, pour la petite enfance, sur le toucher. Donc, par exemple, quand ils apprennent à compter, ils vont prendre des petites perles et les faire passer d'un petit gobelet à un autre. Il y a énormément d'objets Montessori qui ont été créés pour l'apprentissage des lettres, l'apprentissage des nombres. Et une des choses aussi que j'ai bien aimé à Montessori, c'est que les salles de classe ne sont pas par âge, mais on mélange les âges. Donc, dans une classe, il y a des enfants, bien sûr pas des bébés, mais on va dire des enfants de 3 ans et des enfants de 5 ans. Et ça permet aux enfants de 5 ans, par exemple, d'apprendre aux enfants de 3 ans comment compter, comment se servir de ces perles. Donc, il y a vraiment un échange. Voilà, et c'est très calme. Aussi, une grande différence avec peut-être l'école en France, c'est que dans les salles, c'est vraiment les enfants apprennent à parler calmement. Il n'y a pas de cris. Et il y a ce mélange d'âge que j'ai vraiment aimé. Ah, génial. Et du coup, oui, ton enfant qui avait 3 ans, du coup, est-ce qu'il parlait un peu anglais ou pas du tout? Oui, alors en fait, ce qu'on a décidé très tôt, c'est que mon mari, il parlerait américain ou anglais avec nos enfants, quel que soit le pays où on se trouve. Et moi, je parlerai constamment français avec mes enfants, quel que soit le pays où on se trouve. Parfait. Donc, voilà. Donc, les enfants, ils ont parlé, ils ont compris les deux langues assez rapidement. Parfait. Une question, donc, parce que ça me parle un peu, étant donné que moi, j'ai ma filleule qui a grandi aussi comme ça avec un papa qui est anglais et une maman qui est française. Donc, elle lui parlait en français, lui en anglais. Ils étaient en Angleterre quand elle avait à peu près l'âge 3 ans. Et je me souviens qu'elle était très feignante en français parce qu'en fait, elle voyait qu'autour d'elle, tout le monde parlait anglais. Elle se disait, mais pourquoi je m'embêterais? Donc si moi j'allais la voir et que en plus elle voyait que je parlais anglais avec son papa, donc elle se disait, mais pourquoi je vais te parler en français alors que je sais que tu parles anglais? Et du coup, je sais qu'elle a eu un peu de mal à se lancer à parler français. Est-ce que c'était pareil pour toi par rapport à l'anglais? Oui, tu as raison, d'autant plus quand en fait, quand ils ont grandi et quand ils sont allés à l'école, le collège, le lycée, toute la journée était en anglais. Leurs amis sont bien sûr américains, leurs profs, leurs pères. Et souvent, par exemple, à table où on se retrouvait, je me suis aperçue qu'ils se retournaient vers leur père pour demander des choses qu'ils auraient pu me demander à moi en français, mais parce que c'est aussi normal, tu vois, c'est un effort de parler l'autre langue. Bon, je t'avouerai qu'au début, je me suis dit, écoute, très bien, comme ça, c'est lui qui va se lever pour aller chercher plus de pâtes. Après tout, personne ne me demande de rien, c'est parfait. Et puis après, quand même, justement, tu te dis, bon, tu veux pas être, tu vois, seul, isolé. Donc, en fait, toute situation, il y a une solution. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'à table, tout le monde parle français. Voilà. Donc, on avait fait une exception, c'est que pendant le dîner, tout le monde doit parler français. Donc, leur père devait leur parler français, même si d'habitude, il leur parle anglais. Et si quelqu'un avait le malheur de parler en anglais, il devait payer 25 cents. Donc, on avait un petit vase où tout le monde mettait son argent, bon pas moi bien sûr, mais mettait leur argent dedans, et puis de temps en temps on allait à la SPA, l'équivalent de la SPA, donner l'argent aux animaux. Ah, j'adore. Donc voilà, donc avec un petit peu d'argent et un petit peu de bouffe, t'arrives à dresser ces enfants. Ah, j'adore. Moi je pensais que t'allais me dire, ah, c'est celui-là qui débarrasse la table, mais non. C'est vrai que du coup s'ils le font tous plusieurs fois au même repas, du coup c'est pas avantageux. Non, l'argent ça marche très bien. C'est clair.
Génial. Et donc, du coup, donc là, depuis, ils ont grandi aux États-Unis. Vous êtes toujours au Texas. Est-ce que vous prévoyez d'y rester, de faire votre retraite là? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Alors, donc, nous, on est une période de notre vie où nos 2 enfants sont partis. Ils sont partis à l'université. Donc, mon fils à Chicago, ma fille est partie à Montréal. McGill, comme beaucoup d'enfants de Français qui habitent aux États-Unis, parce que c'est moins cher et c'est une très bonne université. Bon, déjà, c'est une très bonne université, mais aussi c'est moins cher que l'université américaine. Donc là, juste avant la pandémie, on a eu la chance d'être seuls dans notre maison. Donc, on n'avait pas d'enfants. On a pu travailler de la maison tous les deux et sans être embêtés par les enfants qui doivent faire leur vie. Donc voilà, donc on en est à cette période-là. Donc en fait, Kelly, je pense, le plan est le suivant. Je pense, mais ça peut changer. Le plan, c'est qu'on va rester aux États-Unis encore 5 ans, à peu près. Normalement, mon mari va pouvoir travailler de la maison. Et moi, je travaille également de la maison. J'ai décidé de faire tous mes cours via Zoom. Et on voudrait prendre ces 5 ans pour voyager. Donc, voyager, par exemple, tu vois, on a parlé de Chicago. Au lieu de partir à Chicago pour une semaine, pourquoi pas sous-louer un appartement pour 1 mois et puis vivre vraiment à Chicago pendant 1 mois. Et donc, on a plusieurs villes comme ça aux États-Unis où on aimerait bien, et au Canada d'ailleurs, où on aimerait bien passer du temps, pas de façon permanente, mais pas non plus en étant des touristes sur une petite période. Voilà, de passer au moins 1 mois quelque part. Donc ça serait notre, tu sais, comme on dit digital nomade. C'est ça. Tu vois, alors c'est marrant parce que quand on regarde ça, je ne sais pas si tu as vu les publicités pour les hôtels qui proposent, c'est toujours des jeunes avec de la musique, la musique techno dans le fond, alors que nous, c'est plutôt musique classique. Il nous faudrait... donc voilà, nous, on est la génération plus âgée des digital nomades. Mais j'adore. D'ailleurs, tes enfants, ils doivent être super fiers de se dire « Mais ma maman, elle est en train d'enregistrer un podcast, quoi. » C'est génial. Ben oui. Mais du coup, ouais, parce que je vais faire un petit retour en arrière, parce que tu viens de parler que tu fais des cours. Donc, entre-temps, tu as changé de métier, j'imagine? Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille est allée à l'école Montessori, donc à Austin, la directrice m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de donner des cours de français aux enfants. Alors, au départ, bien sûr, en tant que tu as un peu plus de travail, j'ai dit non. et puis après, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, en fait, pourquoi pas essayer. J'ai réfléchi à un curriculum pour donner des cours de français à des petits-enfants. Et j'ai créé, en fait, j'ai été acheter une peluche et j'ai été dans cette école où il y avait plusieurs salles de classe avec ma peluche. Et toutes les semaines, pendant une demi-heure chaque classe, je racontais des histoires en anglais, mais avec du français, avec des chansons en française, et des histoires extraordinaires. Tu vois, des histoires, moi, des histoires où je me disais, oh là là, c'est trop cool ce que tu racontes, France. Donc ça, j'ai fait ça en fait pendant plusieurs années et c'était vraiment bien pour commencer. Je le conseille à tout le monde d'aller voir les écoles et de leur dire, je peux... parce qu'en fait, pour les écoles aussi, c'est bien, ça leur permet d'avoir quelqu'un qui paye très peu puisque c'est pour 1 heure par semaine, tu vois. Et de dire, dans cette école, on fait du français. Donc, pour eux, c'était, un plus. Et puis, pour moi, c'était génial parce qu'à la fin, j'allais voir une demi-douzaine d'écoles, plusieurs classes dans chaque école et je racontais la même histoire chaque semaine dans chaque classe. Donc, au départ, mon histoire était un peu bancale, mais à la fin de la semaine, elle était super rodée. Et le lundi, je recommençais avec une autre histoire. Je prenais des jouets de mes enfants.
Voilà, j'inventais des choses, j'avais des... Voilà. Et donc ça, j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'au jour où on m'a dit, voilà, on cherche une prof pour donner des cours à des adultes. Et bon, moi, j'ai pas de formation de prof de français, mais personne voulait le faire ici à Austin à l'époque. Donc l'email a, tu vois, comme on rebondit chez chaque Français et Française qui habite à Austin. Personne n'en voulait. Au bout d'1 an et demi, c'est arrivé chez moi. Et j'ai dit bah ouais, pourquoi pas essayer, même si voilà, donc j'ai été voir l'école qui est le Community College de Austin. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai pas de formation, bon, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai pas de formation spécifique. Et ils m'ont dit, bah, pas de problème, tu essayes. Si les étudiants à la fin t'aiment bien et veulent continuer, on te garde. Si ils pensent que tu n'es pas bien organisé, qu'ils n'apprennent rien avec toi, à ce moment-là, ils vont remplir des petits papiers et on ne te gardera pas. Donc voilà, et ça fait 7 ans à peu près que je donne des cours aux adultes et j'ai laissé tomber les enfants. Incroyable. Là maintenant, oui, avec la crise sanitaire, donc là maintenant tu le fais en Zoom. Oui. Donc du coup, tu penses que dans le long terme, tu vas pouvoir continuer comme ça à faire ça sur Zoom? Oui. Alors maintenant j'ai à peu près 15 étudiants privés aussi. Qui habitent partout aux États-Unis, et même à une époque, je ne les ai plus, mais j'ai eu un étudiant qui habitait au Japon. D'accord. Et une étudiante qui habitait à Singapour. Wow. Mais sinon, ils habitent à New York, Connecticut, Los Angeles. Donc ça, ce sont des cours privés que je fais par Zoom. Et pour l'école, le Community College, donc, ils ont arrêté de donner des cours en présentiel avec le virus. Maintenant, ça recommence. Donc, ils proposent aux professeurs de retourner en salle de classe. Mais moi, je leur ai dit que j'étais pas intéressée et que je voulais faire à partir de maintenant que des cours via Zoom parce que je veux voyager, tu vois. Par exemple, en octobre, je vais aller en France. Je sais que je vais faire mes cours à partir de la France. Génial. Donc, ce ne sera plus un frein. Je pourrai voyager. Et puis, j'ai besoin d'un bon Wi-Fi. Et puis, tous mes cours sont sous PowerPoint. J'ai besoin d'un ordinateur, bien sûr. Et hop. Donc, du coup, c'est fou comme cette crise, justement. Toi, elle te fait un changement de vie, entre guillemets. Mais un bon changement de vie, en fait. Oui, c'était... Bon, mais je te cacherai pas que c'était, comme tout le monde, un peu angoissant de voir les informations et voir tous ces gens malades. Donc, je ne le revivrais pas si j'avais le choix. Mais c'est vrai qu'on s'est adapté. On s'est bien adapté et on a eu la possibilité aussi, on fait partie des chanceux, où on a eu la possibilité, de par nos entreprises, en quelque sorte, de pouvoir travailler de la maison sans problème. Aussi, il y a une autre chose aussi que maintenant je fais. Donc, j'ai quelques élèves qui sont à Austin. Certains veulent continuer via Zoom parce que ça leur permet de parler français du confort de leur chambre ou de leur bureau. Donc, on n'a pas besoin de se retrouver dans un café. Et puis, c'est toujours un petit peu bizarre de parler une autre langue alors qu'il y a des gens qui peut-être écoutent les bruits du café. Donc, ils préfèrent continuer. Et j'ai 3 étudiantes qui en ont ras la casquette de Zoom. Et elles sont toutes les 3 dynamiques. Donc, on a décidé, en fait, de faire de la marche et de faire les cours de français en marchant. Ah, super. donc, voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment... il faut être un peu créative et puis dire, tiens, t'en as marre de Zoom, je comprends, qu'est-ce que je peux te proposer? Moi, j'ai pas spécialement envie de retourner dans un café avec le bruit. Si on marchait ensemble et qu'on parlait en français tout en marchant, et il y en a 3 qui sont super contentes de faire ça. Ah, super, ouais. C'est vrai que moi, je t'avoue, je commence aussi un peu à avoir du mal avec faire que des visios, mais à travers le podcast, j'aurai jamais le choix, ça sera toujours des visios, parce qu'en général, elles sont toutes dans des pays autres que la Guadeloupe. Mais non, c'est génial. Et donc, du coup, avant qu'on en arrive à la fin du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que t'aimerais ajouter avant que je te pose les questions de la fin?
Alors, qu'est-ce que j'aimerais ajouter? J'aimerais ajouter déjà que de partir à l'étranger, c'est une super expérience, que de faire des cours de français et de quelque part être un peu une ambassadrice de la France à l'étranger, c'est super. Qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, moi, par exemple, je n'avais pas de formation. J'y suis allée et ça a très bien marché. Si on aime parler, si on aime les gens, c'est un super boulot parce qu'on découvre plein de personnes qui sont curieux qui veulent apprendre notre culture, qui adorent notre pays. Donc, c'est vraiment super enrichissant et positif d'être entouré par des gens qui sont curieux de notre culture et aussi de toujours créer des choses. Bon, par exemple, récemment, j'ai créé des livres sur des livres en français facile parce que je me suis aperçue que les étudiants, ils voulaient lire en français. On a commencé à lire quelques livres en français, notamment Le Petit Prince, que tout le monde lit. Je ne sais pas si tu l'as lu, si. Le Petit Prince. Oui. Il y avait des phrases, je te promets, il y avait des phrases, je n'ai rien compris. Alors, c'est super difficile parce que, tu vois, tu es censé savoir. Et j'étais obligée de dire, je ne sais pas, là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, moi, j'avais écrit en France, j'avais écrit des petites nouvelles. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire mes propres textes? Et puis, depuis le début, j'ai écrit 7 livres en français facile avec des exercices, des traductions également en anglais. Donc, chaque livre est traduit en anglais. Et je les utilise pour mes cours. Et c'est une super expérience aussi pour rencontrer des gens, pour rencontrer des Français. Hier, j'étais à New York pour présenter mes livres à la communauté française. Bien sûr, ce n'est pas des livres pour les Français, mais c'est des livres qui peuvent être utilisés par des profs. Et voilà, donc c'est super de rencontrer des Américains et des Français qui habitent à l'étranger. Génial. Oui, d'ailleurs, on mettra le lien dans la description du podcast. Pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur tes livres. Parce que du coup, comme tu le dis, ça peut être utilisé par d'autres personnes qui justement voudraient peut-être donner des cours aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Mais, Oui. Non, c'est génial. Donc, c'est plutôt pour les francophones, mais moi, je vends mes livres au Japon, par exemple, ou au Brésil, ou alors pour faire un petit cadeau pour quelqu'un que vous connaissez qui est francophile, qui aime bien la France, qui aime bien apprendre le français. Ça fait un petit livre sympa. C'est amusant. C'est pour les adultes aussi, pas pour les enfants, parce qu'il y a des scènes un petit peu pour adultes. Super. Et du coup, je vais quand même te poser une question, parce que du coup, tu es au Texas et c'est vrai que c'est un état qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai quand même quelques a priori, je te le cache pas, qui sont pas forcément très positifs. Comment tu décris, toi, justement, les personnes qui sont vraiment du Texas comparées à, justement, des personnes qui sont... Parce qu'on dit toujours, en fait, les États-Unis, t'as le littoral, et tout ce qui est ouest et est, et après, t'as le centre des États-Unis. Est-ce que c'est vrai, en fait, ça existe, cette différence de mentalité, justement, chez les Américains? Oui, je pense, oui. Moi, j'ai la chance d'habiter à Austin, qui est une ville démocrate. Toutes les grandes villes comme Dallas, Houston et Austin, c'est une ville un peu moins grande, mais c'est la capitale du Texas. Et c'est plutôt, c'est démocrate, les gens sont vaccinés en général. Voilà, donc c'est. Mais quand on sort, et quand on veut, passer des vacances, soit sur le golfe du Mexique et qu'on traverse le Texas. Alors là, on voit soit des villes, un peu ou des ranchs. Oui. Et pendant les élections, c'était tu vois, Trump, les drapeaux de Trump à droite à gauche. Quand Obama était président, pour te dire, donc nous, on a déjà une Prius. Donc déjà, Prius, ça crie, ça crie le démocrate. Après, on avait un autocollant Obama qu'on avait intelligemment mis sur du, tu sais, ce sorte de papier magnétique. Oui. Qui nous permettait d'enlever l'autocollant quand on...
si on avait besoin d'aller, tu vois, de traverser, parfois on va à Santa Fe, il faut traverser les États, enfin le Texas plutôt, et là on voit bien que les gens sont républicains, religieux, voilà. Donc c'est une autre mentalité. Ceci étant, ils sont très gentils, enfin, tu vois, très accueillants. Les Texans sont très accueillants. Voilà. Bon, maintenant aussi, on est blanc, donc je parle de ce point de vue-là. J'imagine que si la couleur de peau est différente, c'est peut-être pas forcément la même expérience. C'est ça, on va dire. Et est-ce que du coup, tu les vois se balader avec leur gros gun à la ceinture? Alors, encore une fois, nous à Austin, Pas trop. non. Mais par exemple, je sais que les gens ont des armes. Beaucoup de gens, on avait par exemple un ami, il nous a invité à boire l'apéro et il avait un M16 sur son lit qui est, il me semble, moi j'y connais rien en armes, mais c'est un truc style une mitraillette, quoi, tu vois, il était tout content. Quand nos enfants étaient plus jeunes et qu'ils faisaient des playdates, aller jouer chez notre famille, il fallait à chaque fois dire est-ce que vous avez des armes à feu? C'est le genre de truc où tu n'as pas envie de demander parce que c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, si tu laisses tes gamins chez quelqu'un et après tu te retrouves dans ta voiture, tu te dis non, il faut que je demande quand même parce que c'est pas, tu vois, ça peut être dangereux. Donc voilà, tu retournes, tu ressonnes à la porte. Oh, j'ai oublié de demander. Ouais. J'ai oublié de vous poser une question. Donc ça, voilà. Et également aussi un truc, c'est par exemple en France, peut-être pas, là peut-être que je caricaturise, mais en voiture, on a tendance, s'il y a quelqu'un qui nous ennuie, à klaxonner, à dire « Ah, mais dégage, pauvre con !» C'est clair. Tu vois, ou d'autres mots, d'autres insultes plus fleuries. Bon, aux États-Unis, j'évite parce que j'imagine que les gens, ils ont des armes à feu et j'ai pas envie de me faire tirer dessus, tu vois, si la personne... voilà. Donc, en principe, quand je suis énervée, ce qui est très rare, je ferme ma fenêtre et là, je dis « Oh, t'es enculé. Oh, merde. » T'as le droit. Et après, je rouvre ma fenêtre très courageusement. Et d'ailleurs, puisque tu y es depuis pas mal d'années, moi, il y avait un truc qui me faisait vraiment peur, et ça m'est jamais arrivé, mais j'avais peur de me faire arrêter par la police, en fait, parce que tu sais, il faut rester bien les mains sur le volant, parce qu'ils peuvent avoir peur, justement, que t'as un gun quelque part. Ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter par la police? Non, enfin, il y a très longtemps à Houston, alors quand c'est l'heure de sortie des écoles, il faut rouler super doucement pendant les blocs où se trouve l'école. Et là, il me semble que je m'étais fait arrêter, j'avais une contravention par un policier, mais là, il y avait beaucoup de monde et c'était évident que j'avais fait une bêtise, c'est que j'avais été au-dessus de la limite, voilà. Et j'avais pas eu peur parce qu'il y avait plein d'enfants, voilà. Et ce qui était marrant rétrospectivement parce que je conduis d'habitude très lentement et donc là j'avais eu une contravention pour avoir roulé trop vite que j'ai encadré. mais sinon tu as raison, par exemple pour l'assurance de voiture, je la mets dans un truc plastifié dans ma poche, dans la porte, tu sais, la petite pochette qui est le petit, dans la porte de la voiture. Et je me dis, si jamais un jour je me fais arrêter par la police, je vais garder en effet mes mains sur le volant et je vais lui dire, monsieur, avec mon meilleur accent, mon assurance est là. Et donc, je vais la prendre. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'en avais une trouille bleue, hein. Vraiment, j'en avais une trouille bleue que ça m'arrive, mais bon, ça m'est jamais arrivé. Et là, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je me suis fait arrêter pour la première fois ici en Guadeloupe. Et tu vois, je me suis même pas posé la question. J'ai été dans la boîte à gants, ils étaient à côté de moi. Enfin, c'est aucune peur. En plus, j'avais rien à me reprocher, donc du coup, j'avais vraiment zéro peur. Mais c'est vrai que du coup, c'était une autre de mes craintes là-haut, quoi. Voilà. Ça m'est pas encore arrivé. J'espère que, j'espère que ça n'arrivera pas. C'est ça. Voilà, que ça n'arrivera pas. Mais bon, on a aussi encore une fois la chance d'avoir la peau blanche. Et par exemple, j'ai une amie ici qui est américaine et qui est noire. Et elle, je peux pas imaginer. Elle a un fils en plus. Je ne peux pas imaginer la peur
qu'elle vit le soir quand son fils rentre du travail et qu'il fait nuit. Et c'est vraiment, c'est une situation qui est intolérable, je pense. Ouais, qui est triste et vraiment intolérable, ouais, c'est le bon mot. Et donc, du coup, pour en arriver à la fin, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on enregistre. Super échange, en tout cas. Du coup, si France d'aujourd'hui... D'ailleurs, je trouve assez marrant que tu t'appelles France, mais que tu vis aux États-Unis depuis tellement d'années. Tu sais que j'ai la nationalité américaine et un jour, quand j'ai passé la douane, le douanier m'a pris mon passeport américain et a regardé mon prénom et il m'a dit « France, welcome home ». Et ça m'a vraiment touchée. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa un douanier. Tu vois, en France, c'est un peu bon. La police, peut-être, elle va pas te tirer dessus tout de suite, mais s'il pouvait, s'il pouvait être souriant et plus, tu vois, aider les petites vieilles à porter leur sac, des choses plus de proximité sympathiques. Ça serait super, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Moi, un truc tout bête, mais je me souviens la première fois que j'étais rentrée de vacances, bon, j'avais pas beaucoup de vacances aux États-Unis, mais je me souviens la première fois que j'étais rentrée, enfin ça devait faire quoi, une semaine, hein, j'étais partie une semaine, pas plus, et t'as tous tes collègues, ils sont tous « Oh, welcome back, welcome back !» Oui. C'est tellement agréable, tu vois, autant on peut leur reprocher beaucoup de choses, et j'ai eu un grand débat récemment avec un ami allemand que j'ai croisé ici sur l'île, qui critiquait énormément les Américains, et je lui disais « Mais t'as pas idée, en fait, des personnes ils sont tellement généreux, ils ont tellement la joie de vivre, ils sont accueillants. » Oui. Franchement, moi Et amusant, et ils veulent s'amuser. C'est ça. Très, très, très gentil. Mon père, mon père n'a jamais, au départ, il ne voulait pas mettre les pieds aux États-Unis. Il est plus, mais il a été communiste pendant très longtemps. Tu sais, dans les années 68 et puis après, et donc bien sûr le capitalisme et l'Amérique, c'était et donc il est venu un jour, il a bien fallu qu'il vienne nous voir, il est venu au Texas et il était super surpris agréablement par l'accueil des gens, qui lui demandait s'il avait besoin d'aide, qui était souriant. Voilà, et donc j'espère que ça lui a fait un petit peu changer d'avis sur les Américains. Ah oui, mais j'en suis sûre. Moi, tu sais que mon papa, quand je lui ai annoncé que je partais des États-Unis, il était mais pourquoi? Mais ça va pas, mais pourquoi? Et là, la semaine dernière, il m'a encore dit mais Kelly, quand est-ce qu'on y retourne? Moi, ça me manque. Et là, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la fête des pères. Donc j'ai mis un post ce matin Facebook parce que moi je poste quand même régulièrement bonne fête à tous les papas et en particulier au mien. Et tu sais qu'en même pas en une heure, j'ai eu plein de commentaires. Mais toutes mes copines américaines, bonne fête à ton papa, bonne fête. Enfin, ils sont tellement. Enfin, je les adore. Franchement, je les adore. Et j'ai dit, dès que je peux prendre un vol ici, ça va être ma prochaine. Mais si un jour tu viens à Austin, tu es la bienvenue. Oui, si t'es pas. la bienvenue. Si t'es pas dans un autre coin du monde, puisque tu vas te mettre en digital. Attends, si je suis dans un autre coin du monde, c'est encore mieux. Je passe ma maison. J'ai 2 petits chiens, si tu peux les sortir de temps en temps. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Non, mais en plus, j'ai vraiment très envie d'aller au Texas. Donc Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Il y a des super paysages, tu sais, des grandes plaines quand tu sors des grandes villes. Bon, Dallas et Houston, c'est pas des villes très belles, mais Austin, c'est très beau. T'as des collines. Ça ressemble un peu au sud de la France. C'est vraiment très, 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 très sympa. Ah, super. Pour en arriver à mes petites questions de la fin, si au jour d'aujourd'hui, France pouvait passer un petit message à France qui allait se marier avec cet Américain, même si j'ai l'impression que t'avais pas trop de crainte et pas trop de peur, est-ce que tu lui glisserais un petit message? Je lui dirais, ne t'inquiète pas, ça va être super. Cool. Et donc, du coup, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Une citation. Alors, j'ai pensé à la citation qui était... moi, j'aime bien... je t'ai dit, on est dans une période où nos enfants partent, où on s'allège de choses. Notre maison, on la vide petit à petit pour se sentir plus libre. Et donc, la citation du jour, ça sera une citation de Lao Tse qui dit « Pour vivre libre, il faut vivre simplement ». Super. Et voilà, j'aime bien cette citation parce que j'essaye d'avoir le moins de stress possible dans ma vie.
Et pour ça, je pense qu'il faut s'alléger et ne pas emmagasiner trop de choses. Voilà, et de pouvoir comme ça partir quand tu as envie de partir. Voilà, Ouais, c'est et un tu peu vois, ma philosophie. ouais, moi je l'ai compris l'année dernière, cette philosophie, où au moment où j'ai dû dégager toutes mes affaires, et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais accumulé et qui était inutile, et j'ai dit, enfin j'espère ne plus jamais faire ça, et de me rendre compte que là je vis simplement depuis pas mal de temps maintenant, et c'est vrai que c'est une autre vie, et elle fait du bien. Oui, Donc, exactement. merci beaucoup. Eh ben écoute, je te remercie pour cet échange, j'ai adoré échanger avec toi. Et Merci à toi de m'avoir invitée. bah merci. Et puis pour tous ceux qui ont aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la seule plateforme au jour d'aujourd'hui où on peut mettre un petit commentaire. Ou sinon, mettez-nous un petit message sur le compte Instagram FiExpat. Voilà, Fran, je te dis à très bientôt. Au revoir, Kelly.